Jeu dangereux. Il s'appelait Nicolas James Dassard. Il était né le jeudi 23 septembre 1976 et décédé le mardi 10 novembre 2009 à l'âge de 33 ans. C'est tout ce que je savais sur ce type. Notre but était d'être les premiers à trouver sa tombe. Je sais, c'est stupide et irrespectueux comme jeu, et j'en assume entièrement les conséquences. Pourtant, Jérémy et moi le trouvions à la fois angoissant et excitant. Tous ceux ayant vu un quelconque film d'horreur penseront à la scène qui les a fait frissonner de la tête aux pieds pendant une balade nocturne dans un cimetière. Nous sortions d'un anniversaire lorsque cette idée m'a effleurée. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, nous n'étions pas dans un état des plus clean. Jérémy devait passer la nuit chez moi parce que personne ne pouvait le ramener. Je lui avais donc proposé de dormir à la maison. Pour rentrer chez moi, on est obligé de longer le mur d'un cimetière, et c'est là que ce fameux jeu m'est venu à l'esprit. C'est moi seul, qui ai proposé cette sorte de course puérile. Jérémy, lui, était très impatient de commencer la partie. Je nous ai donc mis au défi de chercher un homme ayant perdu la vie à l'âge de 33 ans. Pourquoi 33 ? J'en ai aucune idée. La première personne à trouver ce qu'on devait chercher devait crier haut et fort « Trouvé » et reporte la partie. Nous avons donc débuté. Au départ, nous courions partout. On ne voyait pas grand-chose étant donné l'obscurité et la légère brume qui recouvrait l'espace du cimetière. Nous hurlions à chaque craquement de branches pour ensuite nous rendre compte que nous étions les seuls responsables de ce bruit. J'ai alors commencé à lire les inscriptions sur toutes les tombes. Au bout d'un certain moment, nous nous sommes retrouvés tous les deux afin de chercher ensemble, mais sans succès. Nous n'avions trouvé personne mort à l'âge de 33 ans. Au final, nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain matin, je me souviens avoir eu un horrible mal de crâne. Je me suis donc dit que c'était à cause de la soirée précédente, mais cela a duré tous les jours pendant une semaine. Heureusement, ça a fini par aller mieux assez rapidement. Pourtant, je continuais à m'imaginer le pire. Je pensais avoir chopé quelque chose, une maladie ou un virus. Je n'étais pas du tout serein cette semaine-là. Je m'étais juré aussi de ne plus boire un seul verre d'alcool. 7 jours après la soirée, cette foutue migraine avait enfin disparu. Quel soulagement quand je me suis réveillée ce matin-là. La nuit venait de tomber, ce dimanche 17 novembre. À cette période de l'année, le soleil se couche plus tôt que d'habitude. La pluie était elle aussi au rendez-vous. Pour me fondre dans l'ambiance, j'avais décidé de regarder un film d'horreur. Il s'agissait de The Ring. Vous ne connaissez pas l'histoire ? Alors je vais vous la résumer vite fait. En gros, le film fait sujet d'une cassette portant elle-même une malédiction. Une fois que la cassette aurait été terminée, la personne l'ayant visionnée recevait un appel lui révélant qu'elle mourra dans 7 jours. Pas mal comme concept, vous ne trouvez pas ? C'est digne d'une légende urbaine. Ne trouvant pourtant pas le film très pertinent, je m'étais endormie devant. Je me suis par la suite réveillée soudainement à cause du bruit de mon portable qui vibrait, ce qui a provoqué la chute de celui-ci. Le film, quant à lui, était fini. Il ne restait plus que le générique qui défilait. Comme c'est ironique de recevoir un message juste après que ce film soit terminé. En plus de ça, je ne connaissais pas la personne qui me l'avait envoyé. Le numéro était inconnu. J'ai donc ouvert le message afin de le lire. La personne qui me l'a envoyé à minuit 38 avait juste écrit « Bonne nuit ». J'ai trouvé ça tellement étrange que je n'ai pas osé répondre au destinataire. J'ai attendu le lendemain pour me rendre en cours afin d'essayer de voir qui aurait pu m'envoyer ce message. Dans le bus, je n'arrêtais plus d'y penser. J'en étais arrivée à la conclusion qu'il s'agissait sûrement d'un ami voulant me faire une farce ou tout simplement quelqu'un qui aurait changé de téléphone. À chaque fois que j'allais voir un ami, j'étais forcée de demander si c'était lui l'auteur du message ou s'il connaissait le numéro. Mais à chaque fois, j'avais une réponse négative. À la cantine, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai envoyé un message à mon tour à une personne qui m'était inconnue. Comme toute personne ne connaissant pas un numéro, j'avais envoyé « C'est qui ?» J'ai reçu directement une notification me disant qu'il était impossible d'envoyer mon message et qu'il fallait réessayer.
au bout de plusieurs essais, j'ai pris la décision de l'appeler. Le numéro que j'avais composé n'était plus attribué. Lorsque cette voix m'en a informé, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Au final, j'ai essayé par tous les moyens, petit à petit, d'oublier ces événements. Je me sentais vraiment mieux quand je suis enfin rentrée chez moi. Ma mère me posait les questions habituelles, du genre « Comment s'est passée ta journée ?» ou encore « T'as eu des notes ?» Je me sentais mieux, c'est vrai, mais j'étais fatiguée, comme tous les lundis soirs. Je suis allée me coucher tout de suite après avoir mangé. Durant la nuit, je me suis réveillée. Il faisait terriblement chaud dans ma chambre. Il y avait comme un bruit sourd que je ne pouvais pas situer dans ma pièce. J'en suis arrivée à ouvrir ma fenêtre quand j'ai entendu la porte se claquer alors que j'étais certain de l'avoir déjà fermée. Puis, tout est redevenu normal. Cette chaleur avait disparu. C'est alors que j'ai reçu un message. Mais cette fois-ci, le portable n'était plus sur vibreur. Au contraire, il y avait une sonnerie que je n'avais pas sur mon portable. C'était une chanson très ancienne. Je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nom, mais rien qu'à la qualité du son, je pouvais comprendre qu'elle ne datait pas d'aujourd'hui. Le message s'est directement affiché sans que je prenne la peine de déverrouiller mon téléphone. L'auteur de ce message était le même que celui de la nuit dernière. Il avait également pris soin de l'envoyer à la même heure. J'ai alors lu le message. « C'est moi qui t'ai trouvé. » Pris de panique et envahi par la peur, j'ai sans plus attendre éteint mon portable et retiré la batterie. Je me suis ensuite placée sous les couvertures en essayant de me rendormir. J'ai pensé qu'il s'agissait de Jérémy, car lui seul avait pu avoir un lien avec ce message. Celui-ci me rappelait furieusement la balade dans le cimetière, où il fallait trouver un homme mort à l'âge de 33 ans. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Au matin, j'ai supplié ma mère de me laisser rester à la maison. J'ai vraiment eu du mal à la convaincre, mais par chance, elle me l'a accordé. Je me suis remis dans mon lit et j'ai rallumé mon portable afin d'appeler Jérémy. Il a juré sur sa propre vie qu'il n'était pas l'auteur de ces messages. Ce qui ne m'a pas rassurée pour autant. Je n'ai pas parlé de la nuit dernière à ma mère, car j'avais peur qu'elle me prenne pour un fou, ou qu'elle me dise « C'est sûrement un de tes amis qui te fait une blague !» Mais plus j'y pensais, plus je me disais qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus inquiétant. Peut-être était-ce l'œuvre d'un hacker ? Mais comment ça pourrait expliquer ce claquement de porte alors que je n'avais même pas eu le temps d'ouvrir la fenêtre ? D'autant plus que je l'avais déjà fermée avant d'aller me coucher. Et cette chaleur, ce bruit, tellement de choses que je ne pourrais pas expliquer. Dans l'après-midi, je me suis baladée sur divers forums pour trouver une explication. Mais je tombais sans arrêt sur des forums parlant de spiritisme, de paranormal, de démons maléfiques, bref, des forums sur lesquels je ne trouvais rien de crédible. J'ai même composé le numéro de la personne dans la barre de recherche pour tenter de la trouver. Sans résultat, bien sûr. Par la suite, j'ai recherché toutes les personnes décédées à l'âge de 33 ans dans la région. Je suis tombée sur un site proposant une liste immensément grande de personnes disparues à cet âge-là. Il y en avait une qui avait été enterrée dans le petit cimetière à côté de chez moi. Pourtant, cette nuit-là, nous n'avions trouvé aucune tombe d'un homme s'appelant Nicolas James Dassard. Il avait eu un accident de voiture un mardi et était mort sur le coup. Cette histoire me rendait fou. J'ai relu les forums concernant les témoignages sur le paranormal. J'ai également découvert qu'il y avait 3 stades dans l'activité démoniaque. L'infestation, l'oppression et puis la possession. L'infestation se résume à des chuchotements, des bruits sourds ou la sensation d'une autre présence. Ce qui nous amène à l'oppression. C'est-à-dire que la victime, généralement sensible psychologiquement et vulnérable, est ciblée par une force externe qui va tenter de l'envahir pour la détruire moralement. C'est une fois que la victime est au plus bas que nous arrivons au 3e stade, la possession. Je regardais même des documentaires sur les forces invisibles. Cela me faisait trembler, mais pourtant, je continuais. Au bout d'un moment, j'ai fixé mon téléphone en chuchotant qu'on me laisse tranquille, même si je ne savais pas vraiment à qui m'adresser. Je suis restée tellement longtemps à le regarder que ma mère m'a surpris en train de parler tout seul. Je n'avais même pas remarqué qu'elle était rentrée du boulot. Je me souviens m'être énervée contre elle, car elle m'avait demandé en rigolant si tout allait bien. Je l'avais vraiment mal pris.
Je me suis tranquillement couchée sur mon lit en écoutant de la musique avec mes écouteurs pour me détendre. Je somnolais quand ma musique s'est coupée pour laisser entendre un bruit strident. Je les ai vite retirés et j'ai couru vers la porte, mais celle-ci était bloquée de l'extérieur. Je hurlais pour que ma mère vienne me voir, jusqu'à ce que j'entende à nouveau cette sonnerie. Je voulais même pas lire le message. Alors, j'ai retiré la batterie sans même prendre la peine de l'éteindre. Le portable sonnait encore. L'écran clignotait sans arrêt. La sonnerie avait un son légèrement modifié, ce qui la rendait de plus en plus angoissante. Lorsque j'ai posé les yeux sur mon téléphone afin de lire le message, la sonnerie s'est stoppée et j'ai de nouveau senti cette chaleur. Regarde dans ton miroir. Dans ma chambre se situait un assez grand miroir qui était implanté sur l'armoire face à moi. J'ai perçu à nouveau un bruit sourd qui s'est transformé petit à petit en chuchotement. Je me retournais partout. J'essayais de tenter de comprendre d'où provenait ce chuchotement incompréhensible, quand j'ai remarqué au coin de l'œil mon miroir. Je me suis arrêtée aussitôt pour me retourner délicatement face au miroir. Je suis restée bloquée un moment et j'ai pu voir un sourire se dessiner sur mon reflet. C'est alors que j'ai aperçu ma mère derrière moi. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. Elle m'a demandé pourquoi je hurlais comme ça. Je n'avais même pas eu la force de lui répondre, tellement je n'étais pas sûre de ce que j'avais vu. J'étais épuisée par ce qui s'était passé depuis le premier message. Aurais-je dû en parler? Je ne pense pas. On m'aurait sans doute pris pour un fou, bon à finir à l'asile. Raconter une histoire pareille à des personnes inconnues, je n'y pensais même plus. J'avais complètement perdu espoir de ce côté-là. Je sentais cette chaleur me suivre partout dans la maison. Mais ma mère m'a fait comprendre que j'étais le seul à la sentir, vu la réponse qu'elle m'a donnée lorsque j'ai mentionné le sujet. J'avais perdu l'appétit. J'avais le sentiment que quelque chose me suivait où que j'aille. Je n'ai toujours pas trouvé les mots pour vous décrire à quel point j'étais persuadée que cette chose était tout le temps à mes côtés. Je n'osais même plus regarder dans un miroir. J'étais persuadée que c'était la fameuse personne que nous recherchions dans le cimetière. Peut-être que tout était dans ma tête. Peut-être que cette histoire m'est trop montée à la tête. Peut-être que j'ai été trop naïve de croire ce qu'on disait sur Internet. Peut-être qu'à force d'y penser, je n'ai fait que voir des choses qui n'ont même pas eu lieu. J'aimerais être sûre que tout cela ne soit qu'une petite partie de ma vie et que plus tard j'en rigolerai. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas près d'arriver. Minuit 38. Je n'ai pas reçu de message, même si je m'attendais à en recevoir un. Le lendemain, je suis retournée en cours, et je peux vous dire que je me sentais beaucoup mieux que chez moi. Je ne voulais même plus que la journée se termine. Dans le bus, je redoutais le retour à la maison. Je ne voulais plus être confrontée à de tels événements. Le pire dans tout ça, c'est que je me sentais affreusement seule. Il n'y avait que moi pour me sortir de ce cauchemar. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai pu distinguer une odeur dérangeante partout dans la maison. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un mot de ma mère qui disait « Laurent, Nicolas m'a appelé. Il va venir te voir pour les devoirs vers 18 h. Ne fais pas de bêtises. » J'ai tenté plusieurs fois d'appeler ma mère, mais je tombais sur son répondeur. Aussitôt après, j'ai reçu un message de ce fameux Nicolas. Je ne voyais même plus son numéro. Il avait été remplacé par « ton nouvel ami ». Nicolas avait rédigé sur son message « Je suis devant ta porte d'entrée, ouvre-moi ». Je suis restée figée un long moment devant la porte, quand celle-ci a commencé à trembler, dans tous les sens, comme si quelqu'un voulait absolument entrer. J'ai couru sans plus attendre dans ma chambre afin d'appeler la police, mais mon portable ne réagissait plus. J'ai entendu la porte d'en bas s'ouvrir, au point de claquer contre le mur. Puis, elle s'est fermée à nouveau. La chaleur était de nouveau présente. L'odeur empestait de partout. Au bout d'un moment, j'ai pu remarquer des empreintes humides se déplacer dans le couloir, en se dirigeant vers ma chambre. Je me suis précipitée vers la porte pour la fermer. Je l'ai ensuite bloquée grâce à une chaise de mon bureau. Puis, tout s'est calmé d'un seul coup. La température était de nouveau normale et l'odeur avait disparu. J'ai entendu ma mère derrière la porte me dire de lui ouvrir. Encore sous le choc, je lui ai demandé de me prouver qu'il s'agissait bien d'elle. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, elle m'a à nouveau ordonné d'ouvrir la porte en haussant le ton,
Afin de ne pas l'énerver, j'ai ouvert la porte, et il n'y avait personne. Le couloir était anormalement plus grand et plus large que d'habitude. Il était vide et sombre. J'ai fait quelques pas, puis je me suis retournée. Il n'y avait plus de porte, seulement un mur. Je n'avais plus le choix que de m'aventurer dans ce long couloir. Plus je marchais, plus je me voyais comme si j'étais hors de mon propre corps, comme si j'étais spectateur de moi-même. Le silence me faisait mal à la tête. Je ne pouvais pas dire un mot. Seules mes jambes pouvaient encore bouger. À partir d'un moment, je ne me suis même plus sentie marcher et mon corps s'éloignait de plus en plus de moi, comme s'il m'abandonnait. Le silence avait cessé. Je distinguais des cris atroces. Je voyais les murs trembler comme si quelque chose d'immense se trouvait juste derrière. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvée face à moi. Et j'avais vu que ce n'était pas vraiment moi, mais une autre personne. J'ai vu de nouveau ce sourire encore plus malsain que la dernière fois. Puis il s'est approché d'un coup de mon oreille pour me chuchoter. « Trouvé ». C'est alors que je me suis réveillée par terre, dans ma chambre, avec une sale migraine. Aussitôt après, Jérémie est venu me voir en me demandant si j'avais bien dormi. Étonné, je lui ai demandé ce qu'il faisait là, et il m'a répondu. « Je te rappelle au cas où qu'hier soir j'ai été en soirée avec toi et que nous avons même fait un jeu dans le cimetière. L'alcool ne t'a pas réussi, mon pauvre. » À peine quelques jours plus tard, en allumant mon ordinateur, j'ai constaté qu'une page internet était déjà ouverte. C'était exactement le même site que dans mon rêve. Il y avait tous les noms des personnes mortes à l'âge de 33 ans. Et dans la liste, il y avait celui de Nicolas James Dassard.